Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième leçon qui va être faite par Jean-Louis Laville. Jean-Louis Laville est entré au CNAM comme titulaire de la chaire Relations de service. Je disais qu'aujourd'hui, une nouvelle chaire fait apparaître de manière plus forte l'implication du CNAM dans le champ de l'économie sociale et solidaire. En effet, Jean-Louis Laville a beaucoup développé les activités d'enseignement et de recherche dans un périmètre à la fois plus large et mieux ciblé que la notion un peu obscure des relations de service. Ces publications, ça a été évoqué, sont très nombreuses. Également ses engagements, y compris à l'échelon international. Je rappelle qu'il est chercheur aussi au LIS et à l'IFRIS, et je n'irai pas plus loin dans le panégyrique. Mais j'ajouterai quand même, parce que tout le monde ne le sait pas nécessairement, qu'il est responsable au CNAM d'un master consacré aux innovations sociales et à l'économie sociale et solidaire que nous avons conçu ensemble, avec un tronc commun reliant les dimensions professionnalisantes autour de l'économie sociale et solidaire et la recherche en travail social. Ces articulations sont plus que jamais à l'ordre du jour, avec un séminaire organisé en ce moment dans le cadre d'un partenariat entre le CNAM et le CEDIAS autour justement des complémentarités entre l'économie sociale et solidaire et le travail social. Mais ça a été évoqué à plusieurs reprises, les liens sont évidents avec les thématiques de l'accessibilité et celles des questions de santé, sans oublier les questions de la technologie, puisque Didier Gell est également parmi nous. Il va revenir ici sur l'histoire et l'actualité des apports entre solidarité et économie. À ses côtés, Claude Alfandéry, président d'honneur du Labo de l'économie sociale et solidaire, ainsi que de France Active, grand résistant, grand économiste, et très engagé dans l'économie fraternelle, enfin, j'aime bien cette expression, et puis Patricia Koller, qui est déléguée générale de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, elle-même très engagée dans le mouvement pour l'économie solidaire. Voilà, je vous invite à venir ici. Madame et messieurs les professeurs, mon cher Jean-Louis, mesdames et messieurs, depuis près de 40 ans, le développement, la diversification, la généralisation de l'économie sociale et solidaire, que j'ai moi-même accompagné, comme le professeur vient de le dire, président du Conseil national d'insertion par l'activité économique, de France Active et de Labo de l'ESS. Ce développement ne cesse de renvoyer aux travaux, à la réflexion et à la conceptualisation de Jean-Louis Laville. Les premiers frémissements de l'économie solidaire, je pense qu'on peut les situer à la fin des années 70, après les deux chocs pétroliers, devant le tournant néolibéral, devant l'ancrage du chômage. Ce fut une petite circulaire, la circulaire 82, qui a donné, c'était à la fin de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui a donné aux associations et particulièrement aux associations d'hébergement, de soins, de santé, la possibilité de créer de petits boulots à caractère économique. Ces petits boulots se sont développés dans de petites associations, dans de petites entreprises sous forme d'associations, dès les années 80,
entreprise, association créée ex nihilo qui proposait des petits boulots, c'est-à-dire en fait des emplois que l'on ne pouvait pas trouver sur le marché, des emplois que le marché ignore et qui étaient donc destinés aux chômeurs et notamment aux chômeurs de longue durée. Ces associations ont été facilitées, favorisées sous le nom d'entreprises intermédiaires par le ministre Jean Roux, et elles se sont considérablement développées pendant les années 80. Et ceci nous renvoie tout à fait à l'analyse qu'a fait Jean-Louis Laville dans un petit livre très important publié en 1988, Les petits boulots en question. Et la question, c'était de savoir comment il se situait par rapport au droit du travail, par rapport à la protection sociale, et aussi par rapport à la concurrence avec les autres entreprises. Puis le chômage s'approfondissant, des entreprises de ce type se sont développées rapidement sous divers statuts dérogatoires, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires, certains groupements d'entreprises. Et les unes et les autres, sous ces statuts divers, ouvrent en fait une nouvelle voie, celle de créer des activités économiques et des emplois de plein exercice, n'ayant pas pour finalité la maximation du profit, mais l'insertion et la formation des chômeurs. Et précisément, moi, à ce moment-là, ma chance, j'en dis un petit mot, c'est que je connaissais bien et je skiais régulièrement avec Michel Rocard et que je me suis trouvé à Pâques 1989, alors qu'il était Premier ministre, qui venait de faire sortir le RMI et qui s'inquiétait précisément de l'insertion de ce I du RMI. Et donc, nous sommes allés faire du ski et nous sommes montés sur un télésiège. Et le miracle a été que ce télésiège est tombé en panne pendant 25 minutes. Ce qui fait qu'il était d'ailleurs avec son ministre de l'Emploi que j'ai pu... parce que je commençais à bien connaître nombre de ces initiatives qui avaient pris corps, comme je l'ai dit, dans les années 80, j'ai pu lui dire tout ce qu'apportait à l'insertion par l'activité économique des entreprises de ce type. Il a trouvé ça très intéressant. Il m'a demandé, bien sûr, un rapport. Ce rapport a donné lieu au Conseil national de l'insertion et surtout à un corpus législatif et réglementaire en 1991 qui a facilité considérablement un développement très, très rapide de cet ensemble d'entreprises d'insertion, d'associations intermédiaires, de chantiers d'insertion. Et c'est précisément le moment aussi où Jean-Louis Laville a lui-même analysé dans un
premier livre qui s'appelait L'insertion et la nouvelle économie solidaire, qui a été publié en 1998, cette évolution, et il a montré l'évolution du rôle économique du rôle de l'économie sociale en réaction aux nouvelles formes du capitalisme. Et il a montré aussi, il a dessiné de cette façon-là, en quelque sorte, le premier volet de l'économie sociale et solidaire. Le premier volet de l'économie sociale et solidaire a été, je pense, le volet de l'insertion par l'activité économique. Mais le deuxième volet allait venir rapidement. L'économie capitaliste était en effet, à ce moment-là, survoltée en quelque sorte par les nouvelles technologies de l'informatique, par sa mondialisation, par sa financiarisation. Elle était engagée aussi dans une poursuite sans frein de la compétitivité, ce qui l'entraînait, nous venons de le voir, à rejeter du marché du travail, à précariser un nombre important de personnes, mais aussi, bien qu'elle produisait une quantité impressionnante de biens, de délaisser, d'ignorer des biens et des services parce qu'elle les trouvait insuffisamment compétitifs, insuffisamment rentables. Et d'où la création, sur ces champs délaissés, de services à la personne, de services à l'environnement, de services à la santé, au handicap. On vient de le voir avec les professeurs Berthezen et Bersold, de toute une série d'activités, en quelque sorte, dédiées à l'innovation sociale et technologique. Des initiatives de plus en plus nombreuses, de mieux en mieux gérées, et qui prennent petit à petit la place dans ce qu'on peut appeler des interstices du marché. Ce sont des entreprises qui sont nécessairement hybrides, elles sont sur le marché, mais elles vendent aussi des services qui ne sont pas rentables, et pour cela même, elles font appel à des aides publiques, elles font appel à beaucoup de bénévolat, elles font appel aussi au mécénat, à l'épargne solidaire. Toute cette évolution a été très, très, très bien marquée par la loi de 1998 de Martine Aubry, et en 2000 par le premier livre de Jean-Louis Laville sur l'économie sociale et solidaire, parce que je dis le premier livre, parce qu'il y a eu un deuxième livre qui n'est pas simplement une deuxième édition, mais qui est qui marque les progrès de cette économie. Alors je pense que bien outillé, à la fois sur le plan de la conceptualisation, mais aussi sur le plan de l'action publique, le rôle de l'économie sociale et solidaire, c'est bien développé au XXIe siècle. Son rôle, ses valeurs, ses modes de fonctionnement se sont précisés pendant toute la première décennie. C'est une économie éthique, à lucrativité limitée, qui a un fonctionnement démocratique et un ancrage très fortement territorial. On peut dire que sous cette forme, elle s'est développée, elle a enregistré de nombreux succès, mais en même temps, elle a continué à être considérée comme un peu marginale, des entreprises éparses, marginales, dispersées, fragmentées, disons presque pour
une grande partie des dirigeants, et je dois dire aussi des économistes, il fallait encore les convaincre non seulement de l'existence qui était reconnue, mais de la place de cette économie. Et ça, c'est ce que nous avons essayé de faire sur le plan du terrain aux États généraux de l'économie solidaire en 2011, auquel, bien entendu, Jean-Louis Laville a beaucoup participé, par un nouveau livre de Jean-Louis Laville sur l'économie solidaire, et tout ceci a donné ensuite, en 2014, la loi 14 ou 15, 14, la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire. Alors, je pense que nous ne sommes pas arrivés à un terme. C'est une économie qui est maintenant reconnue, mais il y a une nouvelle phase avec, devant le bouleversement du monde, l'ensemble de ces initiatives, elles ont besoin d'être mieux reliées entre elles. Je crois que les deux premières leçons ont bien montré à quel point quand on parle de services, quand on parle de santé, quand on parle de logement, on parle aussi d'économie sociale et solidaire. En fait, il y a une véritable interdépendance, il y a un lien, mais un lien qui est difficile à reconnaître comme une partie importante de l'économie, d'une économie qui est plurielle, qui est à la fois publique, privée, mais qui est aussi d'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est cette reliance extrêmement importante qui reste à faire. Bien sûr, c'est le fait de l'ensemble du mouvement associatif, c'est sur le terrain que les choses se font, mais je trouve tout à fait formidable que le CNAM ait décidé de faire sur ce sujet une chaire d'économie sociale et solidaire. Je pense que cette chaire d'économie sociale et solidaire, avec Jean-Louis Laville, va contribuer considérablement à fortifier, à généraliser ce mouvement de l'économie sociale et solidaire. Merci. Bonjour à tous. Je ne vous cacherai pas que c'est avec plaisir et avec une émotion certaine que je me tiens ici parmi vous, aux côtés de Claude Alfandéry, pour accompagner Jean-Louis Laville et cette leçon inaugurale sur l'économie sociale et solidaire. Ma présence en tant que déléguée générale de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, témoigne du cheminement effectué entre la chaire de l'économie sociale et solidaire et notre dynamique d'acteurs artistiques et culturels de l'économie solidaire. Aujourd'hui, nous sommes en pleine structuration professionnelle et confrontés à des mutations profondes qui nous obligent quotidiennement à nous questionner sur les rapports entre économie et solidarité. Ces acteurs artistiques et culturels de l'économie sociale et solidaire, qui sont-ils ? Ils sont nombreux, vous les connaissez. Ce sont ces milliers d'initiatives, multiples et diverses, entreprises locales, associatives, coopératives, sociétés dans un cadre éthique, indépendants, porteurs de projets qui développent des activités de toutes sortes. De la création d'un spectacle par une équipe artistique à la mise en œuvre d'un festival dans un village, de la gestion d'une salle, d'un lieu de théâtre, de musique, d'art plastique, de la gestion d'une radio associative à la production d'artistes émergents ou au développement de projets artistiques et culturels au niveau européen, voire même parfois international. Il résulte d'une aspiration citoyenne et culturelle qui a émergé ces 50 dernières années. Un seul chiffre. En 1959, le DEPS rapporte qu'il y avait 7200 associations culturelles. Elles sont aujourd'hui à plus de 267 000 associations sur notre territoire. Cela montre bien, sur ces 267 000 associations,
Plus de 35 000 d'entre elles sont des associations employeuses qui représentent près de 10% de l'emploi associatif aujourd'hui et plus de 8 milliards d'euros de budget, sur une économie culturelle et créative dont la valeur ajoutée globale atteint aujourd'hui 43 milliards d'euros selon les dernières études du DEPS en 2015. Mais au-delà de ces chiffres, le plus important, c'est la réalité que ces initiatives traduisent, c'est-à-dire cette envie, cette impérieuse nécessité, presque pourrait-on dire, pour nos concitoyens de participer à la vie culturelle. Elle montre cette capacité des personnes à faire et à créer ensemble des processus d'action autour des enjeux fondamentaux de la culture, à savoir notre construction symbolique du monde, la question de la dignité des personnes, la question de la liberté d'expression et de leur émancipation, en fait, notre capacité à faire humanité ensemble. Et ces espaces collectifs, ces processus d'action, l'organisation de ce faire ensemble, sont des initiatives privées, évidemment, mais avec au fond un souhait de s'intéresser au commun, à la chose publique. Et longtemps invisibilisées, elles se sont pourtant déployées et portent depuis plusieurs années maintenant, j'en témoigne en tant que déléguée de l'UFIS, de se construire pleinement en tant qu'entité privée non lucrative de l'économie sociale et solidaire et d'interagir avec les cadres normatifs. C'est pourquoi la rencontre entre ces réseaux d'acteurs, ces fédérations, ces organisations syndicales professionnelles, rassemblées notamment au sein de l'UFISC avec la chaire d'économie solidaire du CNAM, a été décisive. Elle nous a permis d'élaborer, et c'était nouveau, un partenariat acteurs-chercheurs associant réflexivité sur nos pratiques, accompagnement des entités et travail de prospective. Nous avons ainsi construit ensemble dans la durée, via des formes variées de partenariats qui se sont révélées déterminantes. Déterminantes parce que, notamment, cela nous a permis d'engager des processus de recherche-action qui ont favorisé des analyses, des observations, des productions. Et je citerai notamment celui du manifeste pour une autre économie de l'art et de la culture, à laquelle Jean-Louis Laville a contribué très fortement, et qui d'ailleurs a été présenté en janvier 2007 au CNAM. Et ça fut un peu un acte fondateur pour notre réseau, puisque cela a été l'occasion de constituer une analyse du cadre éthique et des principes d'action dans lequel de nombreux acteurs artistiques et culturels se sont retrouvés. Décrivant les réalités de ces petites entreprises, ce manifeste soulignait l'enjeu que constitue d'abord pour celles-ci le travail autour des droits humains, en particulier les droits culturels, la considération de la relation à l'autre, l'importance du rapport au territoire, le principe de coopération comme mode d'organisation, la nécessaire reconsidération des relations de travail ou la participation à la co-construction de l'intérêt général. Déterminant aussi, parce que bien sûr nous avons continué ces démarches de recherche-action, ces temps forts, ces partenariats avec la chaire économie solidaire, mais c'est aussi autour des questions de structuration professionnelle que nous avons pu progresser ensemble, autour notamment de l'identification et de la spécification des évolutions des métiers, des cadres de gestion spécifiques relatifs à nos entreprises, des compétences nécessaires pour les professionnels de ce champ en pleine dynamique. En ce sens, le travail que nous avons pu établir autour du certification de spécialisation de l'innovation sociale, que beaucoup de nos professionnels ont traversé et qui a permis d'ailleurs de croiser d'autres professionnels d'économie sociale et solidaire, comme autour du master de développement social avec cette option économie sociale et solidaire, a été très important puisqu'elle constitue un point d'appui pour la formation des professionnels de terrain et la montée en compétences aussi des gouvernances collectives de nos entreprises solidaires. Alors notre enjeu de demain est de répondre, et cela a été en effet évoqué dans les deux précédentes leçons, aux profondes transformations de la société, de prendre à bras-le-corps à travers nos métiers et nos actions sur les territoires les enjeux de la culture, de la solidarité et de la démocratie. Aujourd'hui, les droits culturels pour lesquels nous plaidions ont été pleinement inscrits dans la loi à 2 reprises, à travers la loi NOTRe, ainsi qu'à travers une loi plus sectorielle, la loi Liberté de création, architecture et patrimoine, comme principe de responsabilité publique. L'élaboration de nouveaux espaces de dialogue public et l'articulation entre les territoires dessinent de nouvelles configurations d'action.
Les projets coopératifs et d'innovation sociale de l'ESS tentent de répondre à un enjeu décisif, celui de la diversité. Il est donc plus que jamais essentiel que les procédés et les techniques que construira le champ culturel de l'économie sociale et solidaire tiennent compte de ces besoins en compétences et référentiels nouveaux pour les professionnels de demain. Et c'est en cela que la chaire d'économie solidaire, avec qui nous avons longtemps cheminé, avec Jean-Louis Laville, nous en sommes persuadés, nous y aidera comme un point d'appui fondamental. Merci. Merci à tous les deux. Vous venez d'évoquer notre compagnonnage. Je voudrais juste rajouter l'évocation de deux moments. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de faire du ski avec Claude. Je le regrette, c'est vrai. Mais par contre, j'ai eu l'occasion d'être avec lui dans un voyage qui nous faisait traverser la région dans laquelle il a initié puis commandé la résistance. Et je me rappelle de ce qu'il m'a dit à ce moment-là. En 1941, nous n'avions aucune chance de gagner. Et je retiendrai toujours, je crois, cette phrase parce qu'elle montre que la lutte pour la dignité humaine ne se laisse jamais enfermer dans le calcul instrumental ou stratégique. Je me rappelle aussi plus récemment avec Patricia que nous étions au Sénat il y a 2 semaines pour un forum qui réunissait des acteurs, des chercheurs et des élus pour réfléchir aux conséquences de ce que sont aujourd'hui les droits culturels reconnus dans la loi et comment est-ce qu'ils peuvent faire changer les représentations de ce qu'est l'intervention artistique pour aller vers une société qui soit une société dans laquelle le sens se construit ensemble. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui et mentionner combien certaines d'entre elles m'ont vraiment beaucoup appris. Je vais donc entamer cette leçon en essayant de compacter quelque peu ce que je voulais vous dire autour de l'économie sociale et solidaire. Quelques chiffres. L'économie sociale et solidaire représente à peu près 10% de l'emploi aujourd'hui. Elle est pourtant encore relativement méconnue et ces chiffres un peu statiques et critiquables peuvent être complétés par une vision plus dynamique puisque pour la première fois dans la décennie 2000-2010, l'économie sociale et solidaire a créé plus d'emplois en France que les entreprises privées à but lucratif. Également un point important, l'APEC mesure 600 000 recrutements jusqu'en 2020, c'est-à-dire que cet enjeu est ô combien important ici au CNAM, c'est tout le renouvellement des cadres et dirigeants de l'économie sociale et solidaire qui va se faire dans les années qui viennent. Pourtant, quand on évoque que l'on travaille sur l'économie sociale et solidaire, on sent quand même encore aujourd'hui quelques collègues qui vous regardent avec un air apitoyé comme quelqu'un de décidément bien naïf et bien éloigné des vraies réalités. Donc je voudrais essayer de montrer comment finalement ce paradoxe d'une économie sociale et solidaire qui existe depuis 2 siècles va avec le paradoxe d'une invisibilisation de celle-ci qui nous amène à ce qu'elle n'est pas encore reconnue aujourd'hui comme complètement crédible. Pour ça, je voudrais évoquer aussi 3 auteurs qui m'ont beaucoup aidé à aborder l'économie sociale et solidaire. Le premier, c'est Daniel Roche qui, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, rappelait combien il est important de mêler l'histoire des idées à l'histoire des pratiques sociales. Ce que l'autonomisation des idées ne peut pas nous permettre de saisir, la non-séparation de la matérialité et de l'intellectualité nous permet de mieux comprendre. Je voudrais aussi évoquer aujourd'hui Robert Castel, à la fois pour son œuvre, mais aussi pour les relations établies avec lui, parce qu'il nous a enseigné que sans viser aucunement à être historien, on peut contribuer à une histoire du présent qui présente un autre récit que celui qui est le récit officiel. Et enfin, je voudrais évoquer Boaventura de Sousa Santos, dont j'ai fait traduire le livre Épistémologie du Sud, parce que je crois que nous sommes désormais dans un monde globalisé dans lequel les connaissances ne sont pas produites uniquement au Nord. Et Boaventura nous alerte sur le fait que l'épistémologie du Sud nous permet d'être plus vigilants vis-à-vis des absences, de ce qui a été gommé du paysage de l'existant, et aussi plus vigilants envers les émergences, c'est-à-dire envers ces dynamiques qui commencent à se faire dans la société que souvent d'un point de vue du Nord,
on condamne pour leurs insuffisances et que d'un point de vue du Sud, on peut au contraire envisager avec soin pour les potentialités dont elles sont porteuses malgré leurs limites. Je vais donc essayer de situer l'économie sociale et solidaire en 3 temps. D'abord, rappeler son histoire, puis ensuite montrer pourquoi elle bénéficie d'une nouvelle actualité et essayer d'ensuite de dégager quelques scénarios d'avenir. Donc commençons, pour arriver à la prospective, par une rétrospective. Les premiers économistes, les mercantilistes, les physiocrates, les philosophes écossais essayaient de résoudre un problème qui était celui des guerres de religion. Comment finalement la société n'arrivait pas véritablement à sortir de la violence des passions humaines. Et Hirschman nous le raconte, à ce moment-là, un principe a été considéré comme pouvant contribuer à l'harmonie sociale, en suivant Montesquieu, pour qui, quand on se fait du doux commerce, par définition, on ne se fait pas la guerre. Et c'est le principe de l'intérêt qui s'est ensuite confondu avec l'intérêt matériel individuel, qui a été mis en avant parce que justement on considérait que l'intérêt permettait d'aller vers une société qui soit une société plus pacifiée. Et ce qui se passe au début du XIXe siècle, c'est que cette promesse de paix sociale dont le marché, le contrat marchand porté par l'intérêt était dépositaire, ne se réalise pas. Et c'est l'apparition de la question sociale. À partir de ce moment-là, un certain nombre de penseurs proposent de compléter, de cantonner, voire de remplacer, les positions divergent, l'intérêt par la solidarité. Et la solidarité, elle apparaît dans le français philosophique moderne en 1840 sous la plume de Leroux, qui appelle solidarité ce qui succède à la charité en démocratie. Pour lui, les principes politiques de liberté et d'égalité génèrent un nouveau rapport social qui est le rapport de solidarité et qui est constitué par l'action volontaire de citoyens libres et égaux qui s'engagent ensemble pour le bien commun qu'ils définissent. Si ce terme de solidarité se diffuse tout de suite dans des centaines de textes, c'est aussi qu'il répond à des pratiques qui sont en train de se faire, puisque la première effervescence associationniste en France est entre 1830 et 1848. Effervescence dans laquelle se mêlent des projets de secours mutuels, des projets de production à partir du savoir-faire des métiers, mais aussi des revendications pour changer les lois et les règlements. Et donc, on a véritablement un premier foisonnement associatif. Je vais rester centré dans cette leçon sur le cas français, mais je voudrais mentionner tout de même que ce cas n'est pas une exception et que Thomson, dans son ouvrage sur la naissance de la classe ouvrière anglaise, nous montre aussi combien le mouvement ouvrier n'est pas né dans l'industrie, mais est né dans ce qu'il appelle une foule de petits métiers. Et il montre comment cet associationnisme solidaire était aussi une économie morale, c'est-à-dire une économie dans laquelle les groupes voulaient véritablement obéir à un certain nombre de principes qu'ils se donnaient eux-mêmes pour échapper aux tutelles notabilières dont ils avaient été longtemps prisonniers. De la même façon, en Amérique du Sud, une économie populaire, celle des labradores, des petits artisans, des petits paysans, ou celle des indigènes, ou celle des esclaves qui s'étaient échappés pour fonder des communautés indépendantes, ce que l'on appelle les quilombos. Toutes ces formes d'économie populaire se sont, avec les révolutions démocratiques, transformées, ont modifié leurs règles internes pour que les hiérarchies de sexe et d'âge fassent la place à plus d'égalité et des membres qui puissent décider ensemble. De la même façon, en Amérique du Nord, on voit, pour réagir face à l'exclusion de la sphère politique, des associations de femmes et de noirs se constituer dès la première moitié du XIXe siècle pour remplir des services, pour faire bénéficier les membres d'une entraide et ainsi s'imposer auprès des pouvoirs publics locaux, l'idée étant de ne pas se cantonner dans les services, mais de faire que ces services, par leur utilité sociale, prouvent aussi que ces populations pouvaient tout à fait être admises au sein de la décision politique. Donc on a un associationnisme solidaire qui, finalement, dans la première moitié du XIXe siècle, se revendique
de la solidarité démocratique en même temps qu'il envisage cette solidarité démocratique comme un principe d'organisation de l'économie également. On le sait bien en Europe, avec la fin du Printemps des peuples en 1848, que ce mouvement va être éradiqué dans la seconde moitié du XIXe siècle. Je reprendrai l'image de l'historien anglais Hobsbawm qui oppose ce qu'il appelle le premier XIXe siècle, l'ère des révolutions, au second XIXe siècle, l'ère du capital et des empires. De plus en plus, les questionnements démocratiques cèdent la place à un déterminisme économique, à l'idée que le décollage industriel, la révolution capitaliste vont permettre un avenir radieux avec le fait qu'ils vont procurer la richesse aux nations et la richesse aux habitants qui habitent dans ces nations. On a donc à partir de ce moment-là une croyance, une idéologie du progrès qui commence à s'établir, une idéologie du progrès qui envisage le progrès d'une manière économique bien loin du sens qu'avait pour Condorcet le même progrès. Et ça veut dire que la solidarité va être redéfinie, reformatée. Et là encore, on voit une évolution par rapport à ce qu'étaient les convictions de l'abbé Grégoire. À l'époque de l'abbé Grégoire, la philanthropie était l'amour de l'humanité. À partir du second XIXe siècle, la philanthropie devient plus restrictive. C'est celle qui est définie par les libéraux que l'on a appelés les libéraux pessimistes. Malthus, Ricardo, Bastia ont une version de la philanthropie qui est un traitement de la pauvreté. On arrive à ce que l'on appelle à l'époque le paupérisme. C'est-à-dire que la solidarité n'est plus un principe structurant de l'ensemble de l'action citoyenne, il est une politique destinée à une population cible que sont les pauvres. Et on voit bien comment, entre la lutte contre les inégalités ou la lutte contre la pauvreté, les priorités se sont modifiées. On a, dans ce cas-là, une façon d'envisager la solidarité qui est une solidarité de compassion, une solidarité de bienveillance. Et l'économie sociale qui avait été revendiquée par certains des premiers associationnistes, je pense à Pecker en France, prend le pli de cette philanthropie sélective à travers Leplay et ses disciples qui font de l'économie sociale une idéologie du patronage et du paternalisme. Avec évidemment la question subsidiaire qui se pose tout de suite, est-ce que les pauvres méritent vraiment tous d'être aidés? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ne doivent pas bénéficier de la bienveillance parce que moralement, ils ont un comportement qui est condamnable? Et c'est ce que nous dit Thomson également sur l'Angleterre, c'est qu'à partir de ce moment-là se met en place une entreprise de moralisation des pauvres. Et Thomson ajoute une réflexion particulièrement pertinente à mon sens, c'est que pour que cette entreprise de moralisation des pauvres puisse advenir, il fallait que soit détruite l'économie morale, l'auto-organisation de l'associationnisme pionnier. Et en fait, ce que l'on voit se réécrire dans le second XIXe siècle, c'est une histoire détournée de ce qui s'était passé dans le premier XIXe siècle. Détournée par un certain nombre d'écrits libéraux qui vont inciter à se détourner effectivement de la chimère associative et montrer, comme le dit Coquelin, l'un d'entre eux, que la véritable association de notre temps, c'est désormais la société de capitaux. Condamnation aussi du point de vue de la vulgate marxiste, suivant Engels, qui va identifier ce qui a été l'associationnisme au socialisme utopique, version immature de ce que sera plus tard le socialisme scientifique. Et là, je crois qu'il y a également un travestissement de ce qu'a été l'associationnisme, qui n'a jamais été un utopisme, qui n'a pas été ce qu'on nous raconte sans cesse, c'est-à-dire une suite de fouriérisme et d'owenisme, de phalanstère et de familistère. Non, l'associationnisme n'était pas un utopisme qui essayait de réaliser une société idéale avec quelques mécènes. L'associationnisme a été dès le départ une pensée de la transition qui voulait mixer les expériences sociales et les changements dans le cadre institutionnel. Et on en a fait cet utopisme qui, je crois, était une manière de l'invalider de manière symbolique. Et donc cette invalidation symbolique, on la retrouve aussi très fortement en Amérique du Sud, quand les cultures et les économies indigènes vont être considérées comme archaïques, dépassées, pour naturaliser le capitalisme marchand comme étant l'économie moderne. On le voit aussi en Amérique du Nord,
et en Angleterre, puisque les Hammond et Zinn s'accordent sur le terme qui caractérise pour eux le XIXe siècle dans sa seconde phase, c'est-à-dire une guerre civile entre philanthropie et associationnisme fondé sur la solidarité démocratique. Il a fallu véritablement que cet associationnisme fondé sur la solidarité démocratique soit réduit à néant pour pouvoir fonder une discrimination positive à l'égard de la philanthropie sélective. Néanmoins, le XIXe siècle ne se termine pas dans la philanthropie. On sait qu'à la fin du XIXe siècle, il va y avoir, et c'est en France l'école de sociologie, ce que l'on a appelé également l'école solidariste, une défense contre l'individualisme méthodologique du point de vue de la société, du point de vue de la totalité, en mettant l'accent sur un certain nombre de concepts, comme le concept de dette sociale. De Durkheim à Bouglet, en passant par Fournière, que l'on retrouvera tout à l'heure, ou d'autres, il y a une conception de ce que la manière dont nous vivons n'est pas le fruit de nos mérites personnels, il est aussi le patrimoine qui a été accumulé dans les générations précédentes. Il y a donc une solidarité entre les générations. Et il y a également une solidarité horizontale qui s'ajoute à cette solidarité verticale, parce que les groupes sociaux n'ont pas les mêmes dotations au départ, et donc il est nécessaire qu'il y ait une instance qui puisse opérer des redistributions entre ces groupes. C'est ce qui va être confié à l'État social, qui désormais arrime la solidarité sur les droits. Il y a donc avec l'État social un retour de la solidarité démocratique, mais une solidarité démocratique bien différente de celle qu'avait prônée Leroux. Non pas une solidarité entre des citoyens qui s'auto-organisent, mais une solidarité qui, à partir de ce moment-là, va passer prioritairement par la redistribution dont les règles sont établies dans la démocratie représentative. Et l'ensemble du XXe siècle va être structuré par cette architecture qui veut que, d'un côté, l'économie moderne soit le capitalisme marchand et que, d'autre part, l'État ait le monopole du social. Bien sûr, Esping-Andersen nous l'a appris et d'autres, il y a différents régimes d'État social. Un régime plus universel dans l'Europe du Nord, un régime plus corporatiste en France, un régime plus conservateur dans certains pays d'Amérique du Sud, un régime même plus libéral dans des pays comme les États-Unis. Mais malgré tout cela, on a cette manière de considérer l'économique et le social comme à la fois complémentaires et concurrents. C'est d'une certaine façon l'aboutissement de cet échafaudage que l'on connaîtra après la Seconde Guerre mondiale, quand de nouveaux textes que le rapport Beveridge avait anticipés dès 1942 apparaissent en 1945. Je pense à ce texte emblématique qui est la Déclaration de Philadelphie, qui va proposer un nouvel horizon de société, le fait que le véritable objectif de la société doit, après les errements des années 30 et pour ne pas qu'ils se reproduisent, être le développement social, et que le développement économique n'est finalement qu'un moyen au service de ce développement social. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on va trouver une synergie entre le marché et l'État, une synergie dans laquelle l'économie sociale persiste. L'économie sociale, même d'une certaine façon, accentue son poids économique, mais elle est clivée entre les coopératives en concurrence avec d'autres entreprises sur le marché, les mutuelles qui deviennent des organisations supplétives de l'État dans le cadre de la protection sociale et des associations qui, à partir des années 60, vont de plus en plus être des structures qui s'établissent dans l'orbite de l'État social. Donc on a l'impression qu'on a trouvé cette complémentarité entre l'économique et le social, et cette complémentarité, elle est évidemment basée sur le marché et l'État, l'économie sociale n'ayant qu'un rôle très secondaire dans cette architecture. J'aborde maintenant la deuxième partie, plus courte, je vous rassure, de cette leçon, sur pourquoi, alors que l'économie sociale paraissait très accessoire, alors que l'on avait oublié depuis longtemps l'associationnisme solidaire, pourquoi y a-t-il renaissance à la fin du XXe siècle d'une économie dite sociale et solidaire? Je crois que ceci est lié à la succession
d'un certain nombre de crises dont nous ne sommes pas sortis. Mais je voudrais rappeler à cette occasion que la première crise n'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, une crise économique. C'est une crise culturelle, une crise de valeurs qui va se manifester dès les années 60-70, en particulier avec ce que l'on appelait à l'époque les nouveaux mouvements sociaux, qui vont montrer que la conflictualité sociale admet certaines composantes que la synergie entre le marché et l'État avait pu cacher. C'est d'abord les révoltes des ouvriers spécialisés qui remettent en cause le travail en miettes, l'organisation du travail dont ils sont exclus. Mais c'est aussi un certain nombre d'usagers du service public qui vont également considérer que finalement ils sont plus des assujettis dans l'État social qui restent paternalistes, comme le dira le mouvement féministe, que véritablement des parties prenantes des services qui sont faits pour eux. Et puis, il n'est pas possible d'oublier dans ces nouveaux mouvements sociaux la question écologique qui commence à se poser, c'est-à-dire pourra-t-on encore longtemps concilier une expansion sans fin et une planète qui est limitée? Tous ces nouveaux mouvements sociaux vont s'effilocher, c'est vrai, parce qu'on est aussi confronté à l'époque à ce que certains ont appelé la fin des militants, mais ça ne veut pas dire que c'est pour autant la fin de l'engagement public. Si les engagements sont plus concrets, sont plus locaux, sont plus limités dans le temps, ils n'en sont pas moins encore très importants et les questions posées par les nouveaux mouvements sociaux vont être et continuer à être prégnantes bien après la disparition de ceux-ci. Et ça a été évoqué par Claude et Patricia tout à l'heure, on voit émerger à partir de ce moment-là, et il y a un décalage sémantique dans la littérature internationale, on ne parle plus dans les années 80 de nouveaux mouvements sociaux, on parle désormais plutôt d'innovation sociale dans la société civile. Et dans ces innovations sociales, dans les services aux personnes, avec une volonté de faire participer les usagers et leurs familles, dans le commerce équitable, d'abord nord-sud, puis ensuite nord-nord ou sud-sud, à travers les circuits courts par exemple, dans les tentatives de finances solidaires, dans les monnaies sociales qui s'expérimentent, on a de nouvelles façons d'envisager les rapports entre l'économie et la société. Et je voudrais insister, en complément de ce qu'a dit Claude tout à l'heure, de combien l'économie solidaire, dans sa résurgence, si on se rapporte à l'associationnisme solidaire plus que dans son émergence, a posé plusieurs questions à l'économie sociale tout en s'inscrivant dans son prolongement. Elle a questionné d'une certaine façon ce que l'on pourrait presque appeler l'incomplétude théorique de l'économie sociale. Pourquoi ? Parce que l'économie sociale traditionnelle s'était concentrée sur le fonctionnement interne. L'économie solidaire a posé une autre question. Oui, il y a nécessité d'un fonctionnement collectif, mais il y a aussi la question de la nature de la production. Qu'est-ce que l'on produit, en particulier dans un certain nombre de champs, comme le champ énergétique ou dans le champ qui concerne la sécurité alimentaire. On a aussi l'idée, et ça a été rappelé également tout à l'heure, que les initiatives sont certes des initiatives privées, mais qu'elles ont une dimension publique, que beaucoup naissent aussi pour poser des questions dans le débat public. Et donc, on peut rapporter ces initiatives, si l'on suit Habermas, à la notion d'espace public, c'est-à-dire à des espaces de participation et de délibération citoyenne qui rendent aussi possible une inventivité collective de la part de ces initiatives. Avec l'idée que, en suivant cette fois-ci Fraser, dans les espaces publics populaires, eh bien, les questions socio-économiques sont abordées, contrairement à ce que pensait Habermas. C'est pour ça que l'on a parlé, dans l'économie solidaire, d'espaces publics de proximité, dans lesquels des petits groupes arrivent à trouver de nouvelles solutions parce que, justement, ils mobilisent l'intersubjectivité par le dialogue et par la participation. De la même façon, on voit bien que l'économie sociale avait mis en évidence la diversité des formes d'entreprise et l'existence de formes d'entreprise qui ne sont pas capitalistes. Ce que va ajouter l'économie solidaire, c'est qu'il faut aussi s'interroger sur la définition même de l'économie et suivre Polanyi qui a noté combien
notre société souffre d'un sophisme économiste, c'est-à-dire d'une confusion lancinante entre économie et marché. À partir des apports anthropologiques, on peut alors se rendre compte que l'économie d'aujourd'hui, comme l'économie d'hier, n'est pas uniquement une économie de marché. Elle est une économie qui inclut le marché, mais qui inclut aussi le principe de redistribution. On l'a vu, l'importance de la redistribution publique est à peu près égale à l'importance des échanges marchands aujourd'hui dans l'économie monétaire, mais elle inclut aussi d'autres dimensions qui ne sont pas forcément monétarisées, des dimensions plus réciprocitaires. C'est toutes les formes d'échange et de production où, comme le disait Marcel Mauss, le lien précède le bien. C'est avant tout pour préserver le lien social que sont opérés les échanges économiques, et puis certaines formes d'échanges qui aussi se déroulent dans le cadre domestique et qui peuvent être dénommées à la suite de Polanyi administration domestique. Donc on a tout un ensemble de nouvelles initiatives qui posent de nouvelles questions et qui sont, je crois, pour compléter ce qu'a dit Claude tout à l'heure, antérieures à l'insertion. Mais évidemment, l'économie solidaire va croiser l'insertion, puisque cette économie solidaire, elle va être concernée par l'urgence sociale qui s'établit à partir de la montée du chômage et de l'exclusion. Et ça fait d'ailleurs que beaucoup d'initiatives solidaires sont ambivalentes. Elles sont ambivalentes parce qu'elles ont en elles à la fois une volonté de transformation, mais aussi une exigence de réparation, et que finalement, elles sont quelque peu tiraillées entre ces deux pôles. Ce qui veut dire que le paysage, même si dans la première décennie du XXIe siècle, l'économie sociale et solidaire commence à être reconnue par le fait que dans plus de 30 pays sur tous les continents, de nouvelles lois cadres, de nouvelles politiques publiques sont adoptées. Malgré cela, l'économie sociale et solidaire n'est pas un ensemble homogène. Il y a à la fois les organisations de l'économie sociale plus traditionnelles, elles-mêmes clivées entre coopératives, associations et mutuelles. Il y a la résurgence de l'économie solidaire qui est prise entre réparation et transformation. Donc, et c'est par là que j'en terminerai, vers quoi est-ce qu'on peut aller demain? Il me semble que si on en arrive enfin à quelques éléments de prospective, il y a 3 scénarios qui sont déjà en train de s'inscrire dans la réalité pour l'économie sociale et solidaire de demain. Le premier scénario, il est encore très présent, c'est un scénario dans lequel l'économie sociale et solidaire reste une sous-économie pour les pauvres. Et on a bien vu, à travers la confusion lancinante dans un certain nombre de pays européens entre économie sociale et solidaire et traitement social du chômage, que l'on avait du mal à se défaire de ce cliché. On a vu aussi que dans un certain nombre de pays, il y avait des politiques publiques qui effectivement envisageaient l'économie sociale avant tout comme un instrument d'insertion. Je pense par exemple au programme Argentine Travail qui a été mis en place pour que des chômeurs puissent former des coopératives et donc répondre à des besoins sociaux non satisfaits. Mais on a aussi de nouvelles propositions qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire des propositions qui vont dans le sens d'une économie sociale et solidaire ou d'un équivalent qui soit uniquement dédié à la résolution du problème de la pauvreté. Et là, il y a plusieurs écoles, en particulier anglo-saxonnes, qui vont dans ce sens-là. À la fois l'école des ressources marchandes, qui demande au milieu associatif de s'appuyer plus sur les ressources marchandes, à la fois l'école de l'innovation sociale qui, à travers des fondations comme Ashoka ou d'autres, met en évidence surtout la figure des entrepreneurs sociaux comme acteurs de changement, et puis le mouvement important qui a été initié par Mohamed Younous, celui du social business, qui aujourd'hui rejoint ce que l'on peut appeler une nouvelle philanthropie, c'est-à-dire, pour reprendre là encore les termes anglo-saxons, une venture philanthropie qui soit plus soucieuse de rentabilité sur investissement. Ce scénario est de plus en plus outillé. De nouvelles méthodes apparaissent, depuis les méthodes de marketing bottom of the pyramid pour mieux toucher les pauvres, jusqu'aux social impact bonds, les investissements à impact social qui veulent intéresser des investisseurs privés à un certain nombre d'actions sociales. Il faut quand même réaliser combien ce scénario est une bifurcation par rapport à l'histoire
de l'Europe, par exemple, puisqu'il s'agit en fait de sortir du choix collectif qui avait été opéré à la fin du XIXe siècle, selon lequel la solidarité devait relever de la démocratie, pour aller vers une solidarité qui redevienne une initiative privée. Et je crois que ce changement-là est un changement lourd de conséquences sur lequel nous devons réfléchir. Je crois aussi que ce premier scénario est un scénario qui bénéficie d'une surreprésentation médiatique. Par exemple, sur le social business, on voit qu'il y a une multitude de couvertures médiatiques, mais qui en fait renvoient toujours à une ou deux expériences. Ce scénario n'est pas véritablement très présent sur le terrain, mais par contre, il est très présent dans l'ensemble des médias parce qu'il est aussi soutenu par cette idée d'un rapprochement de ces initiatives avec les grandes entreprises privées et l'idée, comme le dit Mohamed Younous, d'avoir un nouveau capitalisme qui intègre en son sein un capitalisme à but social, mais dans le cadre d'une seule économie, une économie qui effectivement ne peut être que capitaliste. Un deuxième scénario est le scénario qui s'inscrit le plus dans l'économie sociale historique, c'est-à-dire dans une vision sectorielle et entreprisiste de ce que peut être l'économie sociale et solidaire. On a considéré avec l'économie sociale que le centre de gravité était le modèle coopératif. Et on voit bien dans certaines lois, comme la loi française ou la loi espagnole, combien on parle encore à travers ce biais entreprisiste et sectoriel, comme si finalement il s'agissait à travers l'économie sociale et solidaire de reconnaître pleinement un nouveau secteur. Et l'on voit que cette vision entreprisiste et sectorielle échoue en partie à rendre compte d'un certain nombre des émergences les plus récentes. Par exemple, je citais tout à l'heure les circuits courts. On ne peut pas considérer que les circuits courts soient véritablement seulement une entreprise. C'est beaucoup plus un rassemblement de différentes parties prenantes dans un territoire pour essayer de faire autrement. Donc on voit bien que ce cadrage par l'entreprise a du mal à rendre compte de certaines des dynamiques les plus fortes aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire. Un autre faiblesse de ce scénario, c'est que dans ce scénario, il y a une sous-représentation endémique du monde associatif, parce que on considère que c'est plutôt le modèle coopératif qui est le cœur de l'économie sociale et solidaire. Mais ça devient vraiment gênant quand plus de 80% de l'emploi aujourd'hui est dans les associations. Et on voit bien ce décalage dans un certain nombre de campagnes de publicité, je pense à celles qui ont été faites juste avant la loi de 2014, dans lesquelles on parlait de l'économie sociale et solidaire et on convoquait de jeunes hommes ingénieurs qui étaient en train de faire une coopérative, sans voir que 80% de l'économie sociale et solidaire réelle, ce sont des femmes qui travaillent dans des tâches de soins et dans des tâches de ce que l'on appelle aujourd'hui le care. C'est pour ça que les travaux parmi les plus intéressants aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire sont les travaux féministes, parce que ce sont ceux qui affrontent le plus cette réalité avec tout l'ensemble des complexités qu'elle produit, au lieu de l'éluder, ce qui est souvent le cas d'un certain nombre de responsables de l'économie sociale et solidaire. Je pense également qu'il y a un troisième scénario pour l'économie sociale et solidaire, qui est un scénario dans lequel on rompt définitivement avec le dualisme qui a tant marqué le XXe siècle, marché-État, État-marché, et dans lequel on admet qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'intégrer pleinement dans la réflexion et l'action un troisième tiers qui est la société civile et qui ne se réduit pas à un tiers secteur, justement. Dans cette dynamique plurielle, je crois qu'il y a eu des avancées en France, ça a été rappelé par exemple à travers les pôles territoriaux de coopération économique. On est dans autre chose, vous le voyez bien, que dans une vision sectorielle. Il s'agit là de réfléchir aux alliances sur les territoires et de voir comment est-ce qu'à partir de démarches communes sur les territoires, on peut dépasser les frontières mortelles entre économique et sociale pour réunir à la fois des petites et moyennes entreprises, des artisans, des acteurs de l'économie sociale et solidaire autour d'un certain nombre d'objectifs partagés. Donc il y a une vision beaucoup plus territorialisée, beaucoup plus partenariale de l'économie sociale et solidaire qui repose non pas sur les alliances avec les grands groupes privés comme dans le premier scénario, mais beaucoup plus sur des alliances entre les acteurs économiques d'une économie territorialisée. Il y a également, je pense,
la nécessité de voir comment est-ce qu'il est possible de refonder une légitimité de l'action publique à travers la co-construction de celle-ci. On voit bien, et là ça rejoint un certain nombre de travaux récents de sociologie politique, combien l'action publique nécessite aujourd'hui non pas d'être l'apanage des pouvoirs publics, mais de résulter de coopération entre l'action citoyenne et l'action des pouvoirs publics. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'avancées qui ont été faites dans ce sens-là. Je pense à des avancées qui ont été faites, par exemple, dans un certain nombre de contextes locaux et régionaux en France. Je pense aussi à des expériences particulièrement fortes dans ce domaine, comme l'expérience de la municipalité actuelle de Barcelone ou d'autres. Et je crois que, finalement, à travers cette économie et cette démocratie plurielle, peut-être sommes-nous en train de définir un nouvel horizon sociétal. Et je crois qu'on peut citer à cet égard les constitutions qui ont été adoptées en 2008 par la Bolivie et l'Équateur, qui ont décidé de renoncer à l'objectif de croissance maximale pour lui préférer un autre objectif collectif, celui du bien vivre pour tous et toutes. Et à partir du moment où c'est le bien vivre qui devient la priorité nationale, à ce moment-là, ces constitutions reconnaissent qu'il y a besoin d'une économie plurielle, c'est-à-dire d'un secteur privé, d'un secteur public, mais aussi d'une reconnaissance entière d'une économie populaire qui, parce qu'elle va être soutenue par les pouvoirs publics, peut devenir une économie qui soit vecteur de solidarité. On pourrait dire, bon, ces pays sont exotiques et ne nous concernent pas vraiment. Je crois qu'à travers ces constitutions qui mettent en avant le bien vivre et l'économie plurielle, il y a vraiment une contribution au patrimoine de l'humanité et à la réflexion sur ce que sera le XXIe siècle. Et je pense que cette façon d'envisager l'économie sociale et solidaire dans une perspective d'économie et de démocratie plurielle est sûrement la logique dans laquelle s'inscrit en priorité la chaire. Cette chaire, et cette fois-ci, c'est vraiment pour conclure, cette chaire, je crois d'abord, Monsieur l'administrateur général, s'il est revenu, mes chers collègues, que c'est une chaire qui s'inscrit profondément dans l'histoire du CNAM. On a rappelé tout à l'heure que l'abbé Grégoire avait fondé cette institution pour apporter le savoir au peuple. Je rappellerai également qu'au début du XIXe siècle, et je me situe dans la continuité par rapport à ceci, Eugène Fournière, le sociologue durkheimien, a eu une chaire association pendant quelques années. Je crois qu'il était nécessaire de retrouver cette histoire du CNAM dans l'actualité et il me semble que cette chaire est en profonde adéquation avec ce qu'a été, ce qu'est et ce que sera le CNAM. Je crois que pour les raisons que je viens d'indiquer et par rapport à cette question de la crédibilité que doit encore approfondir l'économie sociale et solidaire, cette chaire a aussi besoin de deux conditions qui sont des conditions particulièrement importantes. La première condition, c'est une ouverture internationale. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous travaillons. C'est dans ce sens-là aussi, je crois que nous pouvons dire que nous progressons du fait, par exemple, qu'un certain nombre des travaux récents qui ont été produits ont été traduits en diverses langues, anglais, arabe, coréen, espagnol, portugais, japonais. Donc on voit bien que ces thématiques ne sont pas des thématiques qui sont uniquement nationales. Et on voit qu'il y a un intérêt qui grandit pour tous ces sujets. Et je pense que nous devons continuer à travailler en lien étroit avec nos collègues des différents continents. Il me semble d'ailleurs qu'il serait tout à fait pertinent d'adjoindre à cette chaire, étant donné son contenu, un comité d'orientation scientifique international. L'autre maître mot de cette chaire, je crois, c'est le mot de coopération. Je ne crois pas que nous puissions agir tout seuls. Et avec un certain nombre d'institutions, je pense au Collège d'études mondiales au niveau de la recherche, je pense à Paris 1 Sorbonne et l'IAE pour tout ce qui est la question de la gouvernance et de la gestion de l'économie sociale et solidaire. Je pense au partenariat que nous entamons dans la Nouvelle-Aquitaine avec l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Je crois que nous ne devons pas nous présenter comme concurrents par rapport à d'autres universités, mais nous devons, chaque fois que cela est possible, essayer de construire des offres communes pour que, sur les territoires, pour les raisons que je viens d'indiquer, l'économie sociale et solidaire puisse avoir un pôle de recherche-formation qui soit à la hauteur des enjeux que j'ai essayé de préciser. Donc, en vous remerciant encore une fois d'avoir
été avec nous cet après-midi. Je vous invite maintenant à suivre les conseils de Marcel Gégère et à vous diriger vers le cocktail. Bon, je ne ferai pas de conclusion sur le fond. Vous avez vu que régulièrement la question de l'histoire est revenue et le pauvre abbé Grégoire entendrait avec certaines surprises quelques propos, mais je pense qu'on n'a pas trop abîmé son héritage. Et puis surtout, les préoccupations communes sont vraiment très tournées vers l'avenir. Vous avez une dernière épreuve à subir, c'est qu'il y a une porte que vous ne connaissez peut-être pas, qui est derrière celle-ci et qui ouvre sur le musée. Et donc, on vous invite à un pot amical, un cocktail. Il y aura également la signature du livre d'or. Alors, c'est l'Église aussi, mais on est bien sur un cadre républicain. Et en tout cas, je remercie les traductrices qui ont fait un travail auquel... Vous avez remarqué que parfois, comme on courait après le temps, eh bien, on ne s'est pas trop préoccupé du temps nécessaire à la traduction. Et en tout cas, merci à vous. Et c'est par là. Voilà, merci.